Nombreux sont ceux qui pensent que la capacité de l'astronomie moderne à prédire les éclipses solaires et lunaires de manière précise est une preuve de la validité du modèle héliocentrique de l'univers. Il se trouve qu'en fait, les éclipses ont été prédites par de multiples cultures à travers le monde depuis des milliers d'années, bien avant que le concept héliocentrique de Terre toupie ne sorte de l'imagination de Copernic. Ptolémée, au 1er siècle du christianisme, prédisait avec précision les éclipses à venir sur 600 ans sur la base d'une Terre plate et stationnaire dont les résultats étaient aussi justes qu'aujourd'hui. Déjà 600 ans avant Jésus-Christ, Bailey prédit avec précision une éclipse qui mit un terme à la guerre entre les Mèdes et les Libyens. Les éclipses se produisent régulièrement de manière précise tous les 18 ans, et ce, quel que soit le modèle héliocentrique ou géocentrique, cosmologie du globe ou de la Terre plate. Les éclipses sont parfaitement calculables, indépendamment de ce facteur. Samuel Robotham déclara que ceux qui ne sont pas familiers des méthodes de calcul d'une éclipse ou d'autres phénomènes sont enclins à mettre en avant la précision de celle-ci comme argument massu en faveur de la doctrine de la rotondité terrestre et plus généralement de la philosophie newtonienne. L'une des plus désolantes preuves d'ignorance de l'astronomie théorique est cet argument avancé avec ardeur, comme quoi il n'est pas possible que celle-ci soit fausse puisqu'elle permet à ses professeurs de calculer à la seconde près à la fois les éclipses lunaires et solaires, et ce, pour des centaines d'années à venir. La supposition que ces calculs sont une part essentielle de la théorie newtonienne ou de toute autre théorie est purement gratuite, excessivement fallacieuse et trompeuse. Quelle que soit la théorie que l'on adopte ou que l'on rejette, les mêmes calculs sont réalisables. Gerard Dixon précise que les Chaldéens prédisaient les éclipses il y a 3000 ans avec un degré de précision que seules quelques secondes améliorent aujourd'hui, grâce aux horloges sophistiquées qu'ils n'avaient pas. Et cependant, leur théorie de l'univers était complètement différente de la nôtre. Le fait est que les éclipses sont très régulières, tout comme Noël et les anniversaires, à l'heure et à la minute près. Et quiconque possède les données des éclipses de plusieurs milliers d'années peut les anticiper aussi bien que les meilleurs astronomes, sans même en savoir la cause. Samuel Robotham précisa aussi que la méthode la plus simple pour prédire une éclipse future était de se référer aux données enregistrées de centaines d'années d'observations minutieuses, ou alors de créer ses propres données en rassemblant les almanachs des 40 dernières années, constater l'écart de temps entre chaque éclipse pour chaque année et les mettre en tableau. En les étudiant en détail, des parallèles ou des cycles seront vite découverts, et en comparant les années entre elles, des singularités seront observées pour chacun des phénomènes. Mais au bout de la 19e et 20e année, il sera remarqué une répétition identique, en termes de temps et de type, aux éclipses du début du tableau. De tels tableaux, indiquant les occurrences d'éclipses solaires et lunaires et de phénomènes apparentés, existent depuis des milliers d'années et ont été constitués indépendamment les uns des autres par les Chaldéens, les Babyloniens, les Égyptiens, les Hindous, les Chinois et d'autres astronomes du passé. La science moderne n'a rien à voir là-dedans. Une autre preuve, supposée confirmer la rotondité de la Terre et avancée par les partisans du modèle héliocentrique, seraient les éclipses lunaires causées par l'ombre de la Terre masquant la Lune. L'idée étant que le Soleil, la Terre et la Lune s'alignent parfaitement comme trois boules de billard, ce qui obstrue la lumière du Soleil et projette ainsi l'ombre de la Terre sur la Lune. Malheureusement, pour les héliocentristes, cette explication ne tient pas la route, compte tenu du fait que certaines éclipses lunaires se sont produites et continuent de se produire régulièrement alors que le Soleil et la Lune sont visibles en même temps au-dessus de l'horizon. Pour que la lumière du Soleil puisse projeter l'ombre de la Terre sur la Lune, les trois corps doivent être en parfait alignement sur un plan à 180 degrés. William Carpenter déclara « L'hypothèse newtonienne nécessite que le Soleil en cas d'éclipse lunaire soit du côté opposé du globe afin de projeter l'ombre de celui-ci sur la Lune. Mais dans la mesure où les éclipses solaires se sont produites alors que le Soleil et la Lune étaient tous les deux visibles au-dessus de l'horizon, il doit en être déduit que ce ne peut être l'ombre de la Terre qui éclipse la Lune et que donc cette théorie est une énormité. Samuel Robotham, quant à lui, précisa que ce qui éclipse la Lune soit une ombre
n'est qu'une supposition, aucune preuve d'aucune sorte n'est fournie. Il n'est pas prouvé que la Lune soit éclairée par le Soleil et que par conséquent, sa surface s'assombrisse parce que la Terre fait obstacle à la lumière du Soleil. Il n'est pas prouvé non plus que la Terre orbite autour du Soleil, engendrant ainsi de temps en temps des alignements Soleil-Terre-Lune déclenchant le phénomène. Au contraire, il a été prouvé que la Lune n'est pas éclipsée par une ombre, qu'elle est autolumineuse et pas simplement un réflecteur de lumière solaire, ce qui implique qu'elle ne peut être obscurcie par l'ombre de quelque objet que ce soit. Et dire que la Terre, qui n'a ni mouvement axial ni mouvement orbital dans l'espace, soit rotonde, quand chacune des propositions dans ce sens n'est que putative, alors que de nombreux éléments pratiques prouvent le contraire, revient à affaiblir toute faculté de raisonnement et de jugement par l'abrutissement. F. H. Cook écrivit « Selon la théorie du globe, une éclipse lunaire se produit quand le Soleil, la Terre et la Lune sont directement alignés. Mais il est enregistré que depuis le XVe siècle, plus de 50 éclipses se sont produites alors que le Soleil et la Lune restaient visibles en même temps au-dessus de l'horizon. Déjà au tout début de l'ère chrétienne, du temps de Pline l'Ancien, on trouve des écrits indiquant ce type d'éclipse avec le Soleil et la Lune visibles dans le ciel. L'Observatoire royal de Greenwich enregistra que pendant les éclipses lunaires des 17 juillet 1590, 3 novembre 1648, 16 juin 1666 et 26 mai 1668, la Lune se leva éclipsée, alors que le Soleil se trouvait encore au-dessus de l'horizon. Dans son livre de géographie, McCullough indiquait que le 20 septembre 1717 et 20 avril 1837, le même phénomène fut observé. La Lune apparut éclipsée avant le coucher de soleil. Sir Henry Holland nota aussi dans ses mémoires de la vie passée cette occurrence du 20 avril 1837 où la Lune s'éleva éclipsée avant le coucher du soleil. Le Daily Telegraph reporta également un événement similaire se reproduisant le 17 janvier 1870, puis à nouveau en juillet de la même année. Et ce phénomène, durant les éclipses lunaires, continue de se dérouler de nos jours. Thomas Winship écrit « Il est prétendu par les savants que l'éclipse lunaire est provoquée par l'ombre de la Terre, obstruant ainsi la lumière du Soleil, et que cette ombre, puisqu'elle est circulaire, ne peut être issue que d'un corps ayant la forme d'un globe. Donc, conclusion, la Terre est un globe. » En fait, quelle meilleure preuve qui que ce soit de raisonnable pourrait vouloir? Raisonnement efficace, disent les dupes. Voyons ça. J'ai déjà cité des cas où la Lune éclipsée et le Soleil ont été vus en même temps, impliquant de fait que la Terre ne se situait pas entre les deux, l'ombre prétendue ne pouvant donc pas être celle de la Terre. Mais comme il est fait appel à la réfraction comme justification de l'apparition de la Lune au-dessus de l'horizon alors qu'elle est en fait au-dessous, et à la puissance de son prisme pour rendre tout cela concordant, voyons comment la réfraction fonctionne avec une ombre. La réfraction ne peut se produire que lorsque l'objet observé et l'observateur se trouvent chacun dans une densité différente. Si on met un shilling au fond d'un verre et qu'on le regarde, on n'observe pas de réfraction. La réfraction projette l'image de la pièce vers le haut, mais la réfraction projette toujours l'image d'une ombre vers le bas. Si on met une vasque à proximité d'une lumière, son ombre se rétrécira vers l'intérieur et vers le bas, mais si l'on met une tige dans la vasque et que l'on verse de l'eau, celle-ci apparaîtra pliée vers le haut. Et ceci ne peut être contesté, et démontre qu'il ne peut être sérieusement envisagé que l'ombre prétendument projetée sur la Lune puisse être celle de la Terre. Pour justifier les inconsistances de leur théorie héliocentrique, ces partisans affirment que c'est l'échelle à laquelle la réfraction de la lumière se produit qui conditionne ce phénomène. George G. Carey, dans Astronomie et instruments astronomiques, prétend que la raison pour laquelle, de temps en temps, la pleine Lune est éclipsée au-dessus de l'horizon avant le coucher de soleil est due à une réfraction horizontale de 36 ou 37 minutes, généralement à peu près 33 minutes, ce qui correspond au diamètre du Soleil ou de la Lune. Et si, quand bien même cette explication hautement improbable et alambiquée était acceptée, comment expliquer que les observateurs terrestres puissent avoir une vision panoramique à 180 degrés autour du globe d'une portée de 19 000 km? Thomas Winship écrivit, même en admettant la réfraction jusqu'au point nécessaire à expliquer ce phénomène récurrent, nous sommes toujours confrontés à ce qui finalement annihile totalement tout argument tentant de le justifier.
En effet, si on prend les astronomes à leur propre équation de 20,32 cm de chute de courbe tous les 1,6 km mis au carré de la distance pour définir la rotondité de la Terre, d'où l'on nous dit que le Soleil et la Lune sont aperçus ensemble lors d'une éclipse lunaire, que le centre du Soleil est soi-disant aligné avec le centre de la Terre et de la Lune, chacun d'entre eux étant à 90 degrés de l'observateur, ce qui nous donne près de 9500 km de distance pour chaque corps par rapport à l'observateur. Ok, donc quelle est la courbe supposée à 9500 km? Eh bien pas moins de 7300 km. Par conséquent, selon les propres dires des astronomes, un observateur devrait s'élever dans l'espace d'une hauteur de 7300 km avant de pouvoir apercevoir à la fois le Soleil et la Lune au-dessus de l'horizon pendant une éclipse lunaire. Puisqu'un tel phénomène a déjà été observé de nombreuses fois depuis la surface terrestre, il est donc ici prouvé de manière concluante que la rotondité de la Terre n'existe pas et que notre monde est donc un plan et en aucun cas un globe. Ce seul exemple détruit à jamais le tissu de la vision cosmogonique du peuple et de sa crédulité.